Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue à Géopolitique du Sahel. Ce matin, nous allons parler du Mali. Que se passe-t-il au Mali qui est en proie aux groupes armés du JNIM qui imposent leurs lois sur des zones proches de Bamako, la capitale? Ces groupes armés agissent en maître des lieux face à une population complètement en désarroi devant surtout la crise du carburant qui s'accentue. La junte au pouvoir serait-elle en perte de vitesse ou en perte de contrôle, sous tension? Elle multiplie les impairs. Tout de suite, les développements. Géopolitique du Sahel Sur Radio Ifriqiya FM. Pour en parler ce matin, nous accueillons avec nous Abdelkader Sofi, consultant à Ifriqiya FM, mais également analyste des questions internationales et politiques. Abdelkader Sofi, bonjour. Bonjour. Alors, il s'avère que depuis qu'on a parlé du Mali la semaine dernière, il y a eu de grands développements qui se sont précipités de part et d'autre sur le terrain. D'abord avec la crise du carburant qui s'est aggravée, qui s'est accentuée, et donc également le fait que ce blocus se soit suivi d'un autre blocus, celui des groupes armés terroristes du JNIM qui se sont avancés, et c'est la première fois depuis que la junte malienne est au pouvoir, qui se sont avancés vers la capitale et se sont donc emparés de la ville de Kayes, qui est donc une ville frontalière entre le Mali et le Sénégal. D'abord, pour planter un petit peu le décor, que se passe-t-il réellement, Abdelkader Sofi, aujourd'hui au Mali? Oui, quand nous parlons de la frontière sénégalaise, ça veut dire que les groupes terroristes armés sont arrivés jusqu'à des points très avancés. Avant, nous pouvions dire que c'était plutôt des villes stratégiques au nord, au nord-est, ou surtout peut-être la frontière, plutôt la région des trois frontières. Mais maintenant, il est clair que ces groupes s'éparpillent d'une façon exponentielle à travers tout le territoire malien. Ils ont de plus en plus de contrôle. Cela dit que s'ils ont plus de contrôle, c'est qu'il y a quelque part un échec de la stratégie sécuritaire malienne qui ne peut pas avoir justement un dessus sur les groupes d'abord terroristes, ensuite d'avoir la même mise sur l'ensemble de son territoire ou sauvegarder ses territoires du moment que des groupes armés arrivent à s'introduire et s'imposer et prendre en otage des camionneurs au vu et au su de tous, et que l'armée malienne est incapable de faire quoi que ce soit, ça devient très grave. Ça veut dire que la situation, elle est compliquée au Mali. Justement, alors on va un petit peu expliquer ce qui se passe parce que ça fait quand même 2 semaines de cela qu'il y a eu cette crise appelée la crise du carburant. Les citoyens n'ont pas été alimentés justement en essence. On a vu de grandes files d'attente et même des fois des affrontements entre les populations qui n'arrivaient pas donc à s'alimenter en gaz. Bien sûr, il y a 2 jours de cela, la junte au pouvoir a quand même pu, si vous voulez, débloquer 300 camions citernes qui ont pu arriver à Bamako et donc un petit peu débloquer la situation. Bien sûr, derrière ce grand mouvement de liesse de la population se cache donc un autre blocus, mais d'un autre genre cette fois-ci, celui donc de, comme je disais tout à l'heure, du groupe du JNIM, ce groupe terroriste donc qui agit dans la région, affiliation de Al-Qaïda, et qui aujourd'hui a imposé quasi unanimement sa suprématie sur la région de Kayes, une région stratégique
catastrophique à partir du moment où cette région est la région appelée le poumon économique de ce pays. C'est-à-dire, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, c'est la frontière avec le Sénégal. Et donc, c'est de là que passent toutes les importations, pour ne pas dire 80% des importations du Mali, vers le Mali, donc du Sénégal. Le fait de prendre cette ville et d'y instaurer son dictat, cela revient à quelque part étouffer carrément l'économie du Mali. C'est un grand coup porté à l'économie malienne. Oui, absolument. D'ailleurs, Kayes, c'est une ville stratégique et elle a une position justement très importante. Elle est proche de la frontière. Elle n'est pas loin de Dramane, de Somankidi, de Diamou, de Sadiola et de Konyakari. Oui. Ça veut dire qu'elle se situe au milieu de toutes pratiquement les villes importantes ou les villages importants, mais aussi c'est un carrefour qui contrôle toutes les voies principales et secondaires d'acheminement vers le Mali. C'est ainsi que, je pense, cette nouvelle donne fait que le JNIM, il se positionne comme étant un groupe, j'allais dire, important, mais surtout avec une mainmise sur l'ensemble de cette région ouest, d'ailleurs, qui n'est pas que qui n'a pas que des frontières avec le Sénégal, elle a des frontières avec la Guinée et avec la Mauritanie, surtout dans sa partie sud, donc au sud de Kayes. C'est une région qui est quand même forestière, dense, et qui permet à ces groupes d'œuvrer d'une manière facile. Et permis justement d'aller jusqu'à Bamako et il semblerait que ces groupes sont arrivés jusqu'à Bamako. Jusqu'à Bamako, oui. Et quand on arrive jusqu'à Bamako, ça veut dire qu'on peut avoir un contrôle politique, un contrôle sécuritaire, et qu'on peut changer la donne sur le Ça veut dire aussi, Abdelkader Soufi, parce que là, c'est pas normal que le JNIM, qui a toujours opéré dans des régions très lointaines, je veux dire de Bamako, aujourd'hui se trouve aux portes de Bamako et que la junte militaire est complètement absente, qui n'arrive pas à sécuriser son territoire, peut-être occupée à faire des polémiques ailleurs. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le danger est vraiment aux portes du palais présidentiel. C'est très loin déjà de Tombouctou, beaucoup plus loin des zones où activaient les groupes terroristes sur les frontières nord. Plutôt sur les frontières nord, et qui justement, je pense, certains groupes essayaient de casser l'élan de l'opposition malienne au nord, et c'est pourquoi que jusque-là, la junte militaire au Mali. Donc, en faisant la guerre au terrorisme, elle en profitait pour éradiquer l'opposition malienne. Oui. Mais sauf que cette fois-ci, je pense que les groupes terroristes, notamment le JNIM, ils se démarquent de la zone frontalière avec l'Algérie, et donc ils se positionnent comme acteurs. Et là, ils démontrent cette thèse qui est avancée par Bamako, que le terrorisme, donc, c'est plutôt alimenté par l'Algérie, alors que là, il est justement à une nouvelle région de 3 autres frontières, notamment la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Ce qui explique également le déplacement très urgent, justement, d'un dirigeant mauritanien au Mali pour un petit peu protester contre une situation qui devient de plus en plus dangereuse et risque d'y avoir d'enlisement, étant donné que, comme je le disais tout à l'heure, Abdelkader Soufi, la région de Kayes étant sous contrôle donc de ce groupe armé, il reste ces 2 routes secondaires d'alimentation que sont ceux avec la Guinée et ceux avec la Mauritanie. Mais pour cela, il faut vraiment que ces 2 routes secondaires d'acheminement soient sécurisées. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que peut-être il y a, si vous voulez, cette situation d'alerte générale avec les pays voisins. Et la Mauritanie qui donc a exprimé son inquiétude. Il est tout à fait normal que la Mauritanie s'inquiète. Exprime ses inquiétudes, parce que des groupes terroristes activant aux frontières de la Mauritanie représentent une menace directe
à la Mauritanie. Et qu'il est tout à fait normal que l'on demande au Mali de sécuriser ses frontières et donc d'éradiquer ces groupes armés. Sauf que, malheureusement, avec tous les discours de Bamako, en réalité, rien n'est fait sur la question sécuritaire depuis le putsch ou le coup d'État au Mali. Bien au contraire, la situation sécuritaire s'est envenimée. Et on a de plus en plus de Maliens qui meurent. Et on a de plus en plus de terrains ou de territoires qui sont cédés aux groupes terroristes. Donc d'où ce dialogue entre Bamako et Nouakchott qui discutent de la situation aussi des ressortissants des deux pays qui sont maintenant piégés. Voilà. Alors finalement, dans toute cette histoire de blocus, de crise du carburant, de l'arrivée jusqu'à la proximité de Bamako et peut-être du palais présidentiel, de groupes armés qui ont réussi à s'infiltrer, il y a aussi un détail, Abdelkader Sofi, c'est qu'ils n'ont pas tiré une seule arme avec la population. Le problème, c'est qu'en asphyxiant comme ça et en bloquant la ville de Kayes, ils ont finalement étouffé l'économie du pays sans tirer la moindre balle. Ça, c'est un détail très important parce que ça montre quelque part la situation délétère dans laquelle cette junte a plongé le Mali. Alors que à son arrivée au pouvoir de manière inconstitutionnelle, ils avaient promis qu'ils arriveraient à bout de ces groupes armés et qu'ils sécuriseraient justement le pays. Vous savez, dans une guerre, tous les moyens sont possibles donc, dans la stratégie et les tactiques de bataille. Maintenant, les groupes terroristes un peu partout à travers le monde ont évolué en matière d'action et en matière d'armement, mais aussi en matière de stratégie, parce que souvent, ils apprennent et ils sont des fois encadrés par des services secrets ou par des multinationales, par des nations qui veulent justement garder le chaos dans cette région et qui veulent avoir la mainmise. Maintenant, on voit très bien que certains pays, il y a donc un réseau qui veut mettre à mal toute la région du Sahel et il veut s'emparer, il utilise des moyens. Quand il s'agit par exemple maintenant du JNIM, la méthode qui est utilisée, l'étouffement, c'est aussi une autre forme de guerre, parce que dans les guerres, on essaie de bloquer les routes ou pas carrément dynamiter des ponts, des tunnels, des routes pour qu'il n'y ait pas de... Maintenant, les groupes armés n'arrivent pas jusque-là, peut-être parce qu'ils ont besoin aussi d'utiliser ces routes et ils préfèrent faire des blocus, des barrages. Oui, mais parce que non, mais au-delà de cela, s'ils arrivent à bloquer et à emprisonner les chauffeurs et les camions, ça veut dire que ce territoire-là leur est totalement acquis et que le Mali est incapable de faire face. Voilà. Justement, ça prouve l'incapacité de ce gouvernement qui s'est targué au départ et qui a promis à sa population un changement radical, d'ailleurs sur le plan social, mais également militaire, puisque en se retirant, si vous voulez, de cette confédération qui était la CEDEAO, en s'alliant ou en créant un groupe qui s'appelle donc l'AES, ils donnaient l'impression d'être forts de leurs décisions et qu'ils pouvaient absolument à eux seuls maintenir, si vous voulez, cette stabilité. Or aujourd'hui, on voit tout le contraire et que jamais auparavant de groupes terroristes n'ont atteint ou ne sont arrivés jusqu'aux portes donc du sud et de la capitale malienne. C'est une première quelque part. Oui, absolument. Je pense que l'armée malienne est en perte de vitesse. De plus en plus retirée de la scène et cède du terrain. Volontairement, ça m'étonnerait. Non, mais pas volontairement, c'est parce qu'il y a une incapacité de faire face. Voilà. Il y a une incapacité de faire face. Nous avons vu d'abord dans la région nord du Mali que les groupes terroristes ont dépassé Tombouctou, ils sont presque arrivés aux portes de Bamako. Oui.
de l'autre côté, sur la frontière Est, ils ont la même mise et le contrôle sur la région des 3 frontières, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, les GNIM ont la même chose, un contrôle presque total sur la région des 3 frontières, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. Ou plutôt des 4 frontières, si on rajoute le Mali. Cela veut dire que donc il y a un étouffement de la centrale de partout. Et en contrepartie, on n'a pas les moyens et on n'a pas la stratégie de faire face. Surtout qu'on s'est mis à dos la population et les partis politiques, toute la société civile. Si vous vous déclarez en tant que président presque à vie, jusqu'en 2035, contre vents et marées, contre le gré de la population, des partis politiques, faisant fi du droit de la Constitution, refaire une Constitution à sa taille, cela n'engendre que malaise et discorde. Oui. Et cette discorde et ce malaise est palpable sur le terrain du moment parce que l'État est incapable de répondre au minimum vital de sa population. Voilà, le minimum vital de sa population. Et par conséquent, donc les jeunes sont pris dans ce tourbillon, et pour beaucoup, parce qu'ils n'ont pas, donc pour la survie, ils sont obligés de rallier des groupes radicaux, des groupes terroristes ou des groupes du crime organisé. Par conséquent, ce sont des forces que, au lieu soit au service ça de devient l'État, un terreau pour le terrorisme. Au service de l'État, deviennent des services au service des groupes. Voilà, c'est des terreaux potentiels pour le terrorisme, le recrutement en tous les cas. Le problème, c'est qu'il y a un constat très amer à faire pour cette junte militaire qui est en train de confirmer jour après jour son échec de la gestion de ce pays. Est-ce que ce n'est pas, selon vous, Abdelkader Soufi, est-ce que ce pays n'est pas en train finalement de subir le contre-coup de la mauvaise gestion de cette junte au pouvoir qui a promis, comme je disais, monts et merveilles au début? Vous savez, moi je pense qu'il n'y a aucune gestion. Pour dire une mauvaise gestion, il faudrait déjà qu'il y ait une gestion. Oui. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir, ce ne sont pas des politiques. Et ils ne connaissent rien aucune connaissance aux affaires de l'État. Et surtout, aucune connaissance des valeurs de la diplomatie et des relations. On ne peut pas vivre en aparté, on appartient à un monde et on appartient à une région. Et construire de bonnes relations. Encore heureux que le Sénégal accepte de fournir du carburant, car le Sénégal appartient à la CEDEAO. Et si la CEDEAO avait maintenu justement... Si ils s'étaient restés la CEDEAO, ça aurait changé beaucoup de choses. Oui, non, mais sans cela, si la CEDEAO avait maintenu ces sanctions contre le Mali, il n'y aurait pas eu une seule goutte de carburant, ça aurait été encore fatal. Et elle aurait paralysé tout le monde, y compris l'appareil de l'État. Alors cet appareil de l'État qui ne bouge pas déjà, qui est paralysé. Il y avait cette possibilité de construire d'excellentes relations avec l'ensemble des voisins. Tout à fait. Je ne dirais pas qu'avec l'Algérie, parce que l'Algérie a toujours eu des bras ouverts et a été pendant longtemps la principale artère d'acheminement de carburant et avec des prix et à des prix, j'allais dire, concurrentiels. Maintenant, le problème du Mali, c'est que avec sa politique de retranchement, le Mali va carrément vers un suicide, car le plus grand perdant aujourd'hui, ce n'est pas cette junte militaire qui est au pouvoir, parce qu'elle finira par partir un jour ou l'autre, mais c'est la population du Mali. C'est malheureusement le pauvre malien, le pauvre peuple malien ou le pauvre malien qui en souffre, qui subit et qui paye les conséquences. C'est vrai que il y a aussi, vous avez évoqué l'AES, parce que c'est très important. En s'alliant à l'AES ou en créant ce groupe de l'AES, finalement, ces 3 pays, Burkina Faso, le Niger, ont décidé de se retirer du bloc de la CEDEAO. Ce qui est donc un coup fatal, parce que de toute façon, jusqu'au moment où on se parle aujourd'hui, l'AES est en train justement de souffrir de graves
grave crise sur le plan social, étant donné qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins énergétiques depuis leur sortie de la CEDEAO. Et même ce qu'on appelle les alliés occidentaux qu'ils avaient, vu qu'ils sont sous les sanctions, donc il y a eu rupture. Donc le seul moyen reste, si vous voulez, ces acheminements. Oui, mais attention, je ne pense pas que le Niger, le Burkina Faso ont adopté la même stratégie. Non, je ne parle pas de l'attitude, oui, voilà. Je parle du fait qu'on pouvait compter sur mais déjà, le Niger, le Burkina Faso essayent de construire quelque chose de positif. Ils ne sont pas du tout dans cette logique. Voilà. Sauf que, moi, je vais vous dire, le problème des Maliens a commencé à partir de la rupture de ses relations avec l'Algérie. Et je ne sais pas comment il y a eu un discours anti-algérien qui a commencé à prendre forme au Mali, alors que je ne vais pas dire que l'Algérie a aidé le Mali, parce que le président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune, avait dit que nous ne faisons rien pour que les gens nous remercient. Nous le faisons parce que nous y croyons. Nous croyons en l'amitié, en la fraternité. Sincèrement, on croit. D'ailleurs, dans son dernier discours, il reste ouvert aux Maliens qui souffrent maintenant, donc avec peut-être un retour à de meilleurs sentiments. On peut revenir à une meilleure relation. Non, aujourd'hui, le problème des Maliens, qu'on veuille ou pas, ils ont besoin de l'Algérie. Oui, c'est ça. Ils ont besoin de l'aide algérienne, parce que se contenter d'une zone, par exemple celle du Sénégal aujourd'hui, qui est complètement étouffée par l'action des JNIM, je ne pense pas que cela puisse être la solution au Mali. Alors que rétablir les relations avec l'Algérie ne pourrait être que bénéfique pour le Mali. D'abord, l'acheminement de l'énergie sous toute forme, gaz, pétrole et autres, mais aussi permettre aux Maliens de refaire commerce, donc du troc avec le sud algérien, qui a été pendant longtemps une autre source, en moins de bien-être pour les populations. Aujourd'hui, les populations en souffrent. Ils n'ont pas le carburant, ils n'ont pas l'énergie, et ils n'ont pas la sécurité, et ils n'ont pas avec qui faire affaire, ou, j'allais dire, ni vendre, ni acheter. Donc c'est un véritable blocus, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que lorsque je parlais tout à l'heure de l'AES, c'est-à-dire que je parlais du fait qu'aujourd'hui, ces trois pays, et aujourd'hui le Niger et le Burkina, qui vivaient justement sous le poids d'importation du carburant, après la rupture avec plusieurs partenaires occidentaux, souffrent de ce même problème. C'est pas avec autant de véracité que le Mali, mais le Mali, à un moment donné, pouvait compter sur eux. Aujourd'hui, vraiment, le Mali, si vous voulez, est complètement isolé de par cette politique d'hostilité empruntée par la junte au pouvoir qui apparemment ouvre le feu sur tous ceux qui pourraient ne pas aller dans son sens. C'est ça, finalement. En fait, pratiquement tous les pays du monde aujourd'hui sont dans des situations difficiles, dans une période de disette économique mondiale, dans une période où la finance se fait de plus en plus rare. C'est tout à fait normal que des pays comme le Niger, comme le Burkina Faso, comme le Tchad, et même d'autres pays de la CEDEAO cherchent à sécuriser d'abord économiquement et socialement leur population. Et après, quand ils ont cette possibilité d'aider ou de faire affaire avec les autres, ils le font. Le Niger, vous savez, ils sortent d'une crise. La même chose pour le Burkina Faso. Oui. Et c'est pourquoi je ne crois pas que le Mali puisse s'appuyer sur ces deux pays, parce que ces deux pays, eux aussi, ils ont besoin de se relancer, de se redynamiser économiquement, et c'est tout à fait normal. La question, c'est plutôt pourquoi le Mali n'a pas épousé la même thèse que le Niger et que le Burkina Faso et que le Tchad, parce que ça aurait été plus facile quand on sort d'une crise et quand on souffre du terrorisme, de s'ouvrir sur le monde plutôt que de subir, j'allais dire, l'isolement. L'Algérie sait ce que c'est qu'être isolée, parce que durant la période du terrorisme, pendant plus de 10 ans, l'Algérie a été isolée.
a été isolée par même ses voisins de l'Ouest et elle a subi même un blocus occidental où ni bateau ni avion ne venaient en Algérie, personne ne faisait affaire. Ça a été une période très difficile. Heureusement que l'Algérie a su d'abord vaincre le terrorisme, a su reconstruire des bases solides de l'économie, mais c'est parce qu'elle a vécu, elle a un vécu et elle sait ce que c'est. Et elle veut partager cette mesure et cette expérience avec les autres pour les aider ou pour leur permettre, on ne va pas dire les aider, mais pour leur permettre de vaincre les problèmes sécuritaires et sociaux. Ouais. L'Algérie ne dit pas ça du néant, de rien. C'est parce qu'elle sait comment faire. Comme dit l'adage, celui qui a vu tout se vider, c'est presque de quoi tout se remplit. Tout à fait. Et l'Algérie sait comment vaincre le terrorisme, sait comment faire avec cette situation sécuritaire. Ce n'est pas l'Algérie qui le dit. Les plus grandes puissances mondiales savent que le plus grand ennemi du terrorisme, c'est l'Algérie. Ce n'est pas la thèse malienne qui va prévaloir. Ni marocaine non plus. Merci beaucoup, Abdelkader Soufi, pour cet éclairage. Mais je rappelle que vous êtes notre consultant FRIA FM, analyste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel.